Coucou tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo et surtout, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on va parler de l'école démocratique. Alors pour ceux qui sont arrivés entre-temps, moi je me présente. Je m'appelle Noémie, j'ai 26 ans et j'ai deux filles. Une fille qui a 3 ans et une fille qui a 5 ans. J'ai reçu beaucoup de questions de manière générale sur l'école démocratique parce que moi, mes deux filles ne sont jamais allées à l'école classique et j'ai toujours mis les filles donc dans cette école qui est une école démocratique. Et c'est vrai que c'est peu connu comme système, il y a peu de personnes qui connaissent. Pour vous donner un peu une idée de comment est-ce que j'ai rencontré ce genre d'école et aussi pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de mettre les filles dans cette école-là, je vais vous faire un petit très promis, très brièvement et très succinctement. On va être efficace. Je vais vous parler de moi, comment c'était l'école pour moi. Parce que je pense que tous les choix qu'on fait de mettre nos enfants dans un certain type d'école, ça vient forcément de l'expérience vécue qu'on a de l'école, qui a influencé notre perception de l'école. Donc moi, juste vite fait, l'école, ça a commencé à se compliquer pour moi en primaire, parce que j'avais des difficultés scolaires. Et je me revois encore regarder par la fenêtre et me dire mais qu'est-ce que je fais là? Enfin bref, vraiment m'ennuyer et ne pas mettre de sens à se lever tous les jours à 7 heures pour aller déjà travailler, etc. Je trouve ça assez dur comme concept de base. Ensuite, le collège c'est une période qui est pas facile. Moi, j'avais accumulé beaucoup de retard en maths. C'était difficile. En fait, c'était difficile sur toutes les matières scientifiques. Mes matières préférées, c'était les matières artistiques. J'aimais le sport, la musique et l'art plastique. Et du coup, j'étais bonne dans ces matières. Le français aussi. Et puis les autres matières, franchement, j'attendais que ça passe. Ou alors j'essayais difficilement de survivre. J'ai fait pas mal de cours particuliers à côté, etc. parce que c'était compliqué pour moi. Et par rapport à ces difficultés, ça m'a quand même cassé un espace de confiance en moi où je me sentais vraiment nulle. Voilà, je me disais, je suis nulle. En plus, il y a la comparaison avec les autres. Je devais travailler plus que les autres pour avoir moins de résultats, donc je me sentais bête. C'est là que j'ai commencé à me dire, t'es bête, t'es nulle, etc. Et encore aujourd'hui, c'est des trucs qui me poursuivent un peu parce que, par exemple, avec Raphaël, on a déjà parlé du fait de faire un test de QI. Et moi, je n'ose pas faire un test de QI parce que j'ai peur de découvrir que j'ai un QI qui est hyper bas, genre pas vraiment en dessous de la moyenne et très bête. Même si j'aime pas ce terme, c'est un terme que je pose sur moi facilement et j'ai du mal à me dire t'es capable, t'es intelligente, etc. pour certains domaines. Voilà, il y a des domaines où j'ai confiance, où je sais que je gère. Il y en a d'autres, quand ça touche à ce qui est purement intellectuel, de connaissances, etc. Je vois que l'école, elle est un peu venue me casser dans cet espace-là. Bref, toujours est-il que ce qui m'a sauvée, c'est qu'en cinquième, j'ai fait ce qu'on appelle les CHAM. Les CHAM, c'est quoi? C'est une classe à horaire aménagé. J'ai pu, en gros, faire de l'école que le matin et l'après-midi, j'allais travailler au conservatoire parce que je faisais du piano. Et donc, mes notes de piano, voilà, ce que je faisais en musique est venu soutenir ce que je faisais scolairement. Et ça m'a un peu sauvé ma scolarité. Ce qui n'a pas empêché qu'en seconde, j'ai arrêté les cours à la fin de ma seconde. Je n'ai pas passé le bac. Et ça a été à peu près tout dans mon histoire avec l'école, dans les grandes lignes. Donc, moi, je suis quand même restée sur quelque chose de... j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps assise à essayer d'apprendre des choses et j'y arrivais pas. Je pense aussi parce que c'était pas adapté pour mon cerveau à moi et ma manière de faire les choses. Moi, j'ai besoin de beaucoup visualiser, j'ai besoin de pratiquer, enfin voilà. Et pour moi, franchement, ça n'a pas donné des résultats de fou, quoi. Donc voilà. Toujours est-il que, suite à ça, j'ai passé mon CAP petite enfance. Parce que je voulais m'occuper des enfants. Parce que ça, je sais faire, j'y arrive. Et je me sens compétente là-dedans. Un peu un instinct maternel naturel depuis que je suis toute petite.
Et pendant cette formation, j'ai fait un stage dans une école Montessori. Et donc là, j'ai commencé à découvrir ce que c'était. C'était à Paris. C'était 1 mois, je crois. Je sais plus. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Ça a commencé à déconstruire ce truc du rapport dominant de l'adulte sur l'enfant. Ça a déconstruit le fait qu'on doit tous apprendre les mêmes choses. Ça a déconstruit. Dans Montessori, il parle beaucoup de la discipline intérieure. C'est-à-dire, le but, c'est que l'enfant, dès 3 ans, il soit connecté, aligné à qu'est-ce que j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'écoute ce que j'ai envie de faire et je le fais. Parce que juste la base, c'est quand tu as envie de faire un truc, tu es 1000 fois plus compétent que quand tu n'as pas envie et qu'on t'amène une connaissance par contrainte. Moi, c'est ce que j'ai eu toute ma scolarité. On m'a amené des trucs qu'il fallait apprendre. Pour moi, c'était 100% de la contrainte, j'avais pas envie et donc ça rentrait pas. Mes tables de multiplication, j'essayais de les apprendre. Encore aujourd'hui, il y a des tables de multiplication que je connais pas. Mais ça ne rentre pas dans mon cerveau. Alors que je pense que si on prenait dans le bon sens et que j'y mettais un sens et que ça me faisait envie, c'est évident que ça rentrerait tout seul. Et j'ai vu des résultats qui m'ont beaucoup impressionnée. Voilà, ça m'a beaucoup impressionnée, clairement. Il y avait des enfants à 4 ans qui savaient lire. Enfin, ça faisait un peu école de petits génies, alors que pourtant, ils travaillaient librement. Ils n'étaient pas contraints, forcés, c'était des horaires cool, il y avait beaucoup, beaucoup de liberté, et en même temps beaucoup de cadres. Parce que Montessori, c'est aussi très le cadre, ça rigole pas, quoi. Mais voilà, j'ai appris cette base-là de, en fait, l'enfant, quand tu le laisses aller vers ce qu'il a envie de faire, ça rentre comme dans du beurre, en fait. Et ça fait pas sens de lui imposer des trucs parce que pour certains caractères, c'est même impossible de leur faire apprendre des trucs quand ils veulent pas. Donc ça m'a commencé à déconstruire certaines choses chez moi. Après, j'ai fait un service civique dans une école Montessori en forêt. Donc il y avait de la pédagogie Montessori et on faisait des après-midi ou des journées en forêt. Et donc là, pareil, grosse déconstruction sur il faut absolument faire tant d'heures de cours pour réussir dans la vie, il faut absolument beaucoup travailler pour réussir à avoir son bac. Enfin, voilà. Et puis ça m'a sensibilisée beaucoup à forcément l'importance d'être dehors pour les plus jeunes et pour les plus grands, même en fait, pour tout le monde en fait. Ce truc d'être dans la nature, de faire de la motricité libre, de juste prendre l'air et pouvoir se relâcher les tensions, etc. Et vivre de la coopération avec les groupes. Il y avait aussi beaucoup de multi-âges, les petits qui observent. Et en fait, quand tu observes, bah, tu apprends beaucoup aussi. Tu n'es pas obligé de te poser avec une feuille et un crayon pour apprendre. Les grands qui, eux, sont responsabilisés par le fait de côtoyer des plus petits et qui, du coup, leur montrent des choses, etc. Sortir de cette logique de âge par âge. À 3 ans, t'es qu'avec des enfants de 3 ans, et puis tes copains, c'est que des enfants, nanana. Sans parler d'une énorme, pour moi, injustice qui est que les enfants qui sont nés en décembre se retrouvent dans la même classe que d'autres enfants qui sont nés en janvier, alors qu'il y a quand même 1 an d'écart entre les deux. Et on a les mêmes attentes, alors qu'en fait, à 3 ans, 11 mois d'écart, c'est énorme. Et poser les mêmes attentes, je trouve ça hyper exigeant. Alors que l'enfant qui va juste être né en janvier d'après, ben, on va avoir 1 an d'attente de différence, moins d'exigences, etc. Donc, clairement, je trouve ça vraiment... bon, c'est le système, quoi. C'est vraiment... on fait pas du cas par cas. Il y a un gros groupe, il y a des grosses classes, il n'y a pas beaucoup d'adultes. On met tout le monde là-dedans et puis tout le monde doit essayer de survivre comme il peut. Notamment les profs. Parce que je précise que je suis très dure avec le système scolaire et je suis très dure avec le système et vraiment pas avec les profs, ok? C'est vraiment des conditions qui sont dures et je trouve ça génial qu'il y ait des super maîtres d'élèves, des super maîtresses, des super profs. Au collège, les super profs que j'ai eus, je m'en souviens parce que c'était mes rayons de soleil au milieu de ce brouillard. Et donc franchement, s'il y a des profs qui me regardent, vous êtes géniaux, continuez à aimer les élèves et les enfants. C'est pas vous que je critique, c'est un système global et je pense que de toute façon, vous serez d'accord avec moi. Donc bref, donc je fais tout ça. Après, j'ai participé à la création d'un projet d'une école en forêt, qui était qu'une école en forêt, mais on faisait aussi du multipédagogique, etc. Dans ce cadre-là, j'ai découvert aussi la pédagogie Freinet, la pédagogie Steiner.
Et donc j'ai fait un peu de tout, quoi. J'ai voulu faire le tour. Il y a vraiment un moment où j'étais passionnée par toutes ces pédagogies et où j'ai voulu faire le tour de tout ça. Et après avoir fait le tour de tout ça, je me suis dit, est-ce que plutôt que une école alternative, il faudrait pas une alternative à l'école? Et donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui ne mettaient pas leurs enfants à l'école, qui faisaient ce qu'on appelle de l'IEF, donc de l'école à la maison. Et ça prend la forme soit d'apprentissage formel à la maison, où on se pose, on fait travailler son enfant, ou en tout cas on essaye de lui dire qu'est-ce que tu as envie de faire, etc., de l'accompagner là-dedans, soit pas d'apprentissage formel du tout, et juste des apprentissages via on fait un gâteau, on va faire telle sortie, etc., pour apprendre et laisser l'enfant absorber son environnement, en fait. Parce que ça, c'est une faculté intrinsèque de l'enfant, c'est que il n'y a pas besoin qu'il soit dans un cadre où on lui dit là tu vas apprendre pour qu'il apprenne. Son apprentissage, il est constant. Les bébés, ils nous voient marcher, ils finissent inexorablement par marcher. Je veux dire, on n'a pas besoin de leur dire là pose-toi et puis pendant 30 minutes tu vas essayer de marcher. Non, c'est constant. Mais en fait, ça c'est pareil. C'est pareil quand ils grandissent. C'est pareil à 3 ans, c'est pareil à 5 ans. Moi, Nausicaa, elle me voit lire, elle a envie de lire. Elle a envie d'apprendre à lire des livres à sa sœur, etc. Faire confiance dans le fait qu'ils ont une source qui jaillit d'eux. C'est Maria Montessori qui dit ça. Et que c'est pas un vase qu'on a besoin de remplir. Mais les enfants, c'est des sources qui jaillissent et juste, on a juste besoin d'accueillir ça et puis de l'orienter pour le nourrir au maximum, de la manière la plus juste possible. Donc une fois que j'avais tout ça, j'avais pas encore d'enfants à l'époque, je me suis dit, ok, moi l'école à la maison, je trouve ça vraiment chouette et tout. Je suis un peu redescendue sur Montessori et certaines pédagogies parce que je trouvais ça reste de la collectivité. Ça reste de la collectivité et dès 3 ans, pour les plus grands je dis pas, mais dès 3 ans je trouve que la collectivité ça peut être rude. Parce que l'individualité repasse au second plan, je trouve. Et je trouve que souvent l'enfant, on n'a pas le temps de le... Moi qui étais de ce côté-là des adultes dans les écoles alternatives qui s'occupent des enfants, je trouvais que j'avais pas assez de place pour privilégier l'individualité d'un enfant, pour être à l'écoute de lui vraiment à 100% comme j'aurais aimé l'être. Et il y avait plus de pression par rapport au fait que bah, c'est une collectivité, donc à un moment tu privilégies la vie de groupe, quoi. Et puis bah, ensuite j'ai eu Nausicaa, j'ai eu les filles. Et quand on s'est dit que finalement on ne ferait pas l'école à la maison, pour diverses raisons, je me suis mis à chercher sur internet, tout simplement, école alternative, etc. L'école démocratique, j'avais fait un stage il y a un certain temps dans une école démocratique qui avait été catastrophique. C'était terrible. Je suis arrivée dans un endroit où les adultes se faisaient maltraiter par les enfants. Les enfants n'avaient aucune limite et donc ils avaient des comportements extrêmement nocifs pour les autres enfants. Enfin, il y avait énormément de violence, énormément de manque de respect. Pour moi, il n'y avait aucune base qui était bonne. Et je suis sortie, je me suis dit, jamais je mettrai mes filles dans une école démocratique. Et là, on touche un point des écoles alternatives qui est que c'est pas la pédagogie qui fait l'école, c'est aussi en grande partie les adultes qui l'incarnent. Donc avant de déménager pour une école, visitez-la, parlez aux adultes et voyez comment est-ce que vous sentez le feeling avec eux parce que ça joue énormément. Donc, je tape école alternative, etc. Je retrouve école démocratique et je décide d'aller la visiter. J'ai eu un très bon feeling avec les adultes, etc. Et donc, on a décidé de scolariser Nausicaa. On a déménagé aussi pour ça, exprès. Pour rentrer dans le concret, qu'est-ce que c'est une école démocratique? C'est simple. Il y a plusieurs piliers. Pilier 1, déjà, le multi-âge. Le multi-âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des enfants de 3 à 18 ans, potentiellement, qui sont ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire dans le même espace. C'est un grand lieu avec plusieurs maisons, plusieurs espaces, par âge ou pas, on est libre de circuler comme on le souhaite, mais Nausicaa, à tout moment, elle peut croiser quelqu'un qui a 14 ans, 15 ans, etc. Ça, bah, je pense que c'est assez évident, ça permet une richesse au niveau des rapports sociaux. Je trouve que ça permet vraiment Nausicaa, quand elle arrive à l'école,
sa première année, elle était ultra, ultra, ultra amie avec 2 filles qui avaient, il me semble, 8 ans et 10 ans. Je crois que je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus âgées, mais j'ai du mal à... Au moins 8 ans et 10 ans, peut-être 9, 11 ou peut-être 10, 12, je sais pas. Et en fait, c'était l'amour fou, quoi. Elles étaient tout le temps ensemble, à trois et tout. Elle les aimait trop. Elle se faisait beaucoup câliner, etc. Et je pense que ça l'a aidé à aussi être à l'école. C'était un peu un, voilà, c'est devenu un peu, ces deux grandes filles, c'est devenu un peu une figure d'attachement pour elle à ce moment-là. Voilà, c'était beaucoup à se faire des câlins, très affectueux en fait. Et puis au bout d'un an, c'est totalement passé. Et là, elle est très amie avec des filles de son âge, qui ont 5 ans, etc. Donc en fait, je pense que laisser la porte ouverte à avoir des rapports avec des gens d'âge différents, ça a déconstruit aussi ce truc de ah ouais, mais enfin, moi je vois ça aussi, j'ai été très construite dans ah ouais, mais telle personne elle a 10 ans de plus que moi. En gros, qu'est-ce qu'on a à voir ensemble, tu vois? Parce qu'on n'a pas le même âge. En fait, les liens, ils sont intéressants, ils sont riches, peu importe les âges qu'on a, etc. Les grands, ça les responsabilise beaucoup d'être avec les petits. Bref, moi, je suis vraiment pour ça, avec des limites qui sont l'influence que les grands peuvent avoir sur les petits. Quand je dis les responsabiliser, c'est qu'il faut qu'ils aient conscience. Les petits, ils absorbent tout et qu'il y a des choses qui ne sont pas de leur âge, etc. Et donc, je pense que ça, au niveau du cadre, il faut que ce soit très strict et il faut que ce soit bien géré. Pour pas qu'il y ait de mauvaises influences, en gros, pour moi. Ensuite, l'autre point qui est un des fondements et qui fait que ça s'appelle l'école démocratique, c'est qu'il y a l'école est gérée par un système démocratique. C'est quoi ce système démocratique? C'est que chaque enfant de l'école et chaque adulte dispose d'une voix et peut voter et participer au vote des règles, au vote du fonctionnement, etc. Ça veut dire que tout est décidé ensemble, ça fonctionne comme un gros collectif. Et les adultes, ils n'ont pas genre 10 voix et les enfants, ils ont une voix. Non, c'est chacun la même voix parce qu'on a tous notre place et on est tous à égalité. C'est pas parce que tu es un enfant que tu vaux moins qu'un adulte et que ta parole, elle vaut moins. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est le truc que j'ai mis le plus de temps à déconstruire. J'ai aussi visité, pour ceux qui connaissent, l'école démocratique de Sophie Rabi à l'époque, avant qu'il quitte l'écolieu, au hameau des Buis. Et je me revois parler avec elle et qu'elle me dise mais non, mais un enfant, il a le droit de voter pareil qu'un adulte, etc. Et moi, me dire pas du tout. Un enfant, il n'est pas capable de ça, non, 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 etc. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps à infuser, etc. Je pense que j'ai dû avoir les filles, apprendre à leur faire confiance, les voir aussi comme elles sont pour comprendre ce concept-là de un enfant a sa parole, autant qu'un adulte. Et c'est important qu'il la donne. Exemple, pourquoi est-ce que c'est important? Nausicaa, quand elle arrivait à la ruche c'est la maison où souvent il y a les petits. C'est un peu réservé aux petits, donc en gros les enfants de 3, 6, 7 ans. Et à la ruche, le soir il faut faire le ménage, et il faut ranger. C'est posé dans le cadre. Nausicaa, elle aimait pas faire ça. Donc, elle a fait sauter la règle qui dit, en gros, on range. Elle dit, bah non, moi je veux plus qu'il y ait de rangement ce soir. Qui est d'accord? Tout le monde est d'accord, sauf certains adultes, sauf que les adultes, du coup, ils sont pas en majorité, donc la majorité passe, et le rangement du soir, la règle du rangement du soir saute. Qu'est-ce qui se passe après? Pendant plusieurs jours, ils vont à l'école, et en fait, l'école, elle n'est pas rangée. Ils expérimentent ça. Ils expérimentent le fait qu'en fait, c'est méga chiant quand tu arrives dans un endroit, que tu cherches un truc, le truc, il n'est pas à sa place. Et puis, tu peux pas te poser sur un tapis, parce que sur le tapis, il y a plein de bazar, etc. D'elle-même, au bout de plusieurs jours, elle a reproposé la règle de ok, là, faut remettre du rangement. Parce que ça marche pas en fait, ça fonctionne pas. Et donc quoi? Et donc les enfants revotent et la règle du rangement repasse. Et donc, ils se remettent de nouveau à ranger. Sauf que ils se mettent pas à ranger parce qu'un adulte leur dit faut que tu ranges. Ils se mettent à ranger parce qu'ils ont expérimenté ce que c'est que d'être dans le bazar. Ça leur a pas plu. Ils y ont mis du sens. Et donc, ils sont partie prenante dans le rangement. Et pour moi, ici, si on tire ce fil-là, on tient un fil énorme de toute la société.
Combien d'adultes font des trucs par contrainte parce qu'on a peur d'avoir une sanction? On a peur, je sais pas moi, de faire un excès de vitesse parce que sinon tu vas te prendre une amende. Pour moi, il y a ce truc-là de c'est important d'expérimenter les choses. Laisser l'enfant expérimenter par lui-même. Il va mettre du sens. Faire confiance au fait que un enfant, ça aime l'ordre, ça aime l'harmonie, ça aime la propreté, par exemple. Et à un moment, collectivement, il y a un mouvement de groupe qui dit ok, non, là, en fait, il faut se remettre à ranger. Donc, l'école démocratique, c'est beaucoup ça. C'est on expérimente. Et quand il y a une proposition d'un enfant, un seul, qui dit moi, j'aimerais proposer telle règle, elle est amenée en conseil d'enfant et il y a un vote à la majorité qui se fait sur qui a envie d'adapter telle règle. Autre point très important, c'est celui de la nature. Il faut savoir que, a priori, normalement, l'école démocratique, c'est dans un lieu entouré de nature. En tout cas, on peut aller dehors. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de pouvoir aller dehors librement. Si tu es à l'intérieur et que là, tu te dis, ok, j'ai envie de finir ce que je fais et sortir, tu sors, tu ranges, tu mets tes chaussures, tu sors. Tu mets même pas tes chaussures si t'as pas envie de mettre tes chaussures. Et il n'y a pas un adulte qui va te dire mets tes chaussures. S'il fait froid et que tu mets pas ton manteau, il n'y a pas un adulte a priori qui va te dire mets ton manteau, il fait froid. Peut-être qu'il va te dire est-ce que tu as l'impression d'avoir froid? Et il va laisser l'enfant sentir est-ce que j'ai froid ou non. Et puis l'enfant, il est libre de mettre son manteau ou pas. En fait, il y a un respect de ce que veut l'enfant et une confiance dans le fait qu'il peut estimer ce qui est juste ou non pour lui. J'ai envie d'apporter à chaque fois des nuances, du contexte et du cadre, etc. Mais pour moi, là j'en parle. Il faut savoir que potentiellement il y aura une vidéo 2 de tout ça. En fonction de si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. S'il y a des choses qui sont à approfondir, parce que je pense qu'il y a pas mal de thématiques qui peuvent être tirées et approfondies par rapport à ça. Et peut-être que je ferai une deuxième vidéo qui parle plus spécifiquement du fonctionnement de l'école des filles, etc. Là, on reste sur l'école démocratique de manière générale, même si moi, je prends des exemples de ce que je connais, et ce que je connais, c'est beaucoup à travers l'école des filles. Autre exemple de la vie en collectif, les conflits, la gestion de conflits. Nausicaa, quand il y a un conflit, il va y avoir ensuite une médiation. Une médiation, c'est quoi? C'est un enfant, il vit quelque chose qui l'embête, peut solliciter un adulte qui va venir faire tiers. On va convoquer les deux enfants avec lesquels il y a un problème. Et là, on va faire une médiation, c'est-à-dire chacun parle. Chacun a son espace de parole. Et l'adulte, il est là pour essayer de trouver un compromis. Apporter de l'écoute aux deux parts. Ne pas juger. Ne pas dire ah ouais, mais toi en même temps, t'as fait ça, il va vraiment falloir que tu t'excuses là, nanana, etc. Non, pas du tout. Apporter de l'écoute, être dans un espace d'accueil sans jugement et aider les enfants surtout à trouver des solutions entre eux. Je trouve qu'à l'école classique, c'est beaucoup tout le temps une référence extérieure, c'est-à-dire l'enfant doit demander à l'adulte tout. J'ai l'impression qu'à partir de 3 ans, quand tu arrives en maternelle, tu dois te poser et tu dois lever la main si tu dois aller aux toilettes, tailler ton crayon, te lever parce que tu en as marre de rester assis, et probablement qu'on va te dire non, tu te lèves pas, c'est pas l'heure de t'asseoir, c'est pas l'heure de te lever. Et moi, j'ai du mal avec ça. J'ai envie que les filles, on les laisse. Lou, elle a beaucoup besoin de bouger. J'ai pas envie qu'on lui dise assieds-toi 10 fois, etc. Et moi, j'ai été en école maternelle. J'ai vu ça. Les enfants, sur le temps du matin, juste, faut rester assis. Et 20 fois, 30 fois, tu dis assieds-toi, allez, assieds-toi. Quand il s'assoit pas, tu le prends physiquement, tu l'assois sur la chaise, etc. À un moment, si un enfant de 3 ans, il a du mal à s'asseoir sur une chaise, ce n'est que mon avis. Et pendant toute cette vidéo, ce ne sera que mon avis. Faut changer des trucs de fond, faut revoir le cadre. Il ne faut pas attendre que lui, il rentre dans le moule. Et en fait, les filles, je n'ai pas envie qu'elles soient dans une école où on va vouloir les conformer dans quelque chose, où on aura des attentes sur aller aux toilettes à telle heure, se lever à telle heure, le temps de récréation, c'est 15 minutes, pas plus, nanana, etc. J'ai trop envie qu'elles vivent, j'ai trop envie qu'elles soient libres dès maintenant, pour pas qu'elles aient ce réflexe de oui, mais ok, il faut que je me conforme dans le moule, parce que moi, je l'ai intégré, ce réflexe-là, et j'ai pas envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions. Vous m'avez envoyé beaucoup de questions. Ça va m'aider à dérouler le fil. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que c'est difficile de
prendre par un bout et avancer. Donc, je prends toutes les questions et je vous réponds, ok? Est-ce que cette école est reconnue par l'éducation nationale, reconnue par l'État, hors contrat? Alors, l'école est une école privée hors contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a aucune subvention de l'État, elle n'a aucune aide et elle reçoit, mais bien sûr, elle est reconnue par l'État, c'est-à-dire euh, elle a un contrôle. Il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui vient inspecter pour voir est-ce que selon eux, ce qui se passe au niveau de la pédagogie, souvent c'est quand même pas mal au niveau du respect du programme qui est attendu. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça se passe bien? Et quand ça se passe bien avec les inspecteurs, souvent c'est intéressant quand tu es dans une école démocratique en tant que pro d'avoir un retour des inspecteurs de l'éducation nationale, ça te fait un retour extérieur, puis après tu peux ajuster, etc. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Parce que l'idée c'est aussi que ces enfants-là, avec toute la liberté du monde dont ils puissent disposer, s'ils ont envie d'aller au collège, s'ils ont envie demain de quitter le CM2 pour aller dans un CM2 classique, s'ils ont envie d'aller au lycée, l'idée c'est aussi qu'ils puissent s'intégrer. L'idée, hein, parce que c'est tellement un peu fatigant les gens qui disent oui, mais après, ça fait des gens qui sont inadaptés socialement, etc. Comment ils font pour l'intégration dans le système, etc. Si c'est une école qui a du bon sens, on a tous conscience que le but, c'est que les enfants finissent par s'intégrer à leur manière dans le système. Et s'intégrer dans le système, ça ne veut pas dire être habitué à de la violence. Ça ne veut pas dire savoir obéir au doigt et à l'œil, etc. à un adulte. Ça veut dire être à l'écoute de soi, avoir un bagage scolaire suffisant, et ça c'est important, et une personnalité suffisamment affirmée et adaptable pour pouvoir s'adapter à tout type de milieu. Pour moi, c'est ça qu'elle vise, l'école où j'ai mis les filles, en toute confiance, je pense. Donc, oui, l'école est privée hors contrat, et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Forcément, ça veut dire qu'elle a un coût, parce que malheureusement, aujourd'hui, si tu veux une certaine liberté pédagogique, tu ne peux pas être reconnu par l'État. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que si vous êtes un peu dans ce milieu-là, vous savez, on sait aujourd'hui que c'est très compliqué maintenant. Il y a des lois qui sont sorties qui font que c'est très difficile aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle école alternative. Voilà, ça n'a pas été fait en sorte pour que ce soit facilité, malheureusement. Et notamment au niveau du prix, les personnes qui travaillent à l'école, elles sont rémunérées uniquement par ce que nous, on paye chaque mois. Et ce que nous, on paye chaque mois, ça va aussi servir aux fournitures scolaires, ça va aussi servir au loyer, parce qu'il y a aussi souvent un loyer avec l'école. L'école est rarement propriétaire de plusieurs maisons, etc. Donc pour le lieu, il y a aussi tout ce qui est charges, etc. Donc c'est très difficile. Moi, j'ai été de ce côté-là. Quand tu travailles dans une école, tu as envie que ce soit accessible pour les parents. Tu as envie qu'il y ait de la diversité et que tout le monde puisse venir. Et en même temps, tu as aussi envie de gagner ta vie, à un minimum. Il faut savoir que moi, quand je travaillais dans l'école en forêt, je travaillais bien plus que tous les jours. Et je gagnais 700 € par mois. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est pas des conditions de travail qui sont acceptables, en vrai. À l'époque, j'étais jeune, je m'en rendais pas compte, etc. Et je me suis pas fait avoir, c'est-à-dire on m'a pas mis de pression, etc. Mais juste, il n'y avait pas les sous. Parce qu'on avait mis des frais de scolarité qui étaient à 300 € à peu près par mois pour les parents, ce qui est quand même un coût. Mais ça suffisait pas à payer tout le monde, en fait. C'est difficile, il faut un certain nombre d'enfants, il faut que ça tourne et tout. Enfin, franchement, c'est une logistique de fou. Donc nous, combien est-ce qu'on paye pour l'école des filles? C'est simple, on paye 300 € pour Nausicaa. Et pour Lou, comme c'est un deuxième enfant, tu as 10% de réduction. Donc c'est un peu moins cher. Mais globalement, on est quand même sur du 600 €, 590, 580 par mois. C'est un sacré budget. Je travaille beaucoup pour ça. Je me suis mis à travailler à la crèche et en plus, je donne des cours de piano. On fait attention à tout ce qu'on dépense et on est clairement sur une question de priorité. Pour moi, ça n'a pas de prix.
et le plus longtemps que je pourrai leur payer ça, je le ferai. Après, si un jour elles me disent maman, on a envie d'aller à l'école classique ou on a envie d'aller au collège, je leur dirai ok, je les accompagnerai là-dedans. Et c'est sûr que financièrement, ça nous fera une différence de dingue. Donc, déjà, je suis pas d'accord avec les gens qui disent c'est cher. Il faut savoir que ce qui se fait au niveau des frais de scolarité, souvent, hein, quand c'est en ville et tout, les écoles alternatives, des fois, on est sur du 600 € par personne par mois. Des fois, on est sur du 800 € par personne par mois. Des fois, c'est des prix qui sont astronomiques. Mais pour moi, c'est aussi des fois des écoles où, au-delà de la pédagogie, on est plus dans une forme de business. Ça a le nom Montessori, et du coup, paf, on fait raquer les parents, etc. Et c'est que à destination des personnes riches. C'est assez élitiste. L'école démocratique dans laquelle les filles sont, c'est beaucoup plus, on essaye d'être accessible, et en même temps, les personnes qui y travaillent, bah, elles sont pas payées, enfin, je veux dire, elles ont pas un gros salaire, quoi. C'est aussi une question de sacrifice. Et, euh, et donc, je pense que c'est important d'avoir conscience que ce qu'on donne, ça leur permet de vivre un petit peu, parce qu'elles sont pas non plus hyper larges. Et je sais qu'elles travaillent beaucoup. Et je sais qu'il faut être très courageux et avoir beaucoup de volonté et de rêve pour travailler dans ce genre d'école. Tu le fais pas pour faire carrière, clairement. Et, euh, et en même temps, bah non. Du coup, de fait, il me semble que c'était une question. En gros, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il y a de la mixité, de la diversité, etc. En vrai, pas des masses. Pas des masses. Et c'est pas un. Pour moi, on peut pas pointer l'école en disant oui, mais le problème avec ce genre d'école, c'est que vous n'êtes pas. En gros, vous n'êtes pas accessible à tous, etc. Mais c'est pas l'école qu'il faut pointer du doigt, c'est le système, c'est l'éducation nationale. C'est le fait qu'un système, le système aujourd'hui, il ne permet pas à ces écoles d'être accessibles à tous. Et ça, c'est pas de la faute de l'école. L'école, elle essaye juste de survivre comme elle peut. Et si demain, l'éducation nationale, il dit c'est génial le système que vous faites, là, vous avez fait un super collectif, ça fait sortir des enfants qui sont citoyens, qui aident vraiment le monde à devenir profondément meilleur, du coup on va vous donner de l'argent, bah, l'école elle serait super contente. Et toutes les écoles en vrai privées hors contrat, c'est pareil. De fait, voilà, le système est comme il est et il n'aide pas les écoles comme ça, donc c'est cher. Donc il y a quelques places, en l'occurrence là, et souvent, mais là dans le système de notre école, il y a quelques places pour des familles qui sont en difficulté. Elles peuvent faire une demande pour avoir des frais de scolarité plus bas, etc. Mais il n'y a pas, y a pas 1000 places en fait pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour payer. Et donc de fait, forcément, ça fait un tri. Et c'est regrettable, et ce serait super que ce soit accessible à tous, qu'il y ait plus de mixité, etc. Mais il faut bien regarder qui est responsable, pour moi, dans cette situation. Voilà, donc est-ce que les enseignants sont formés? Oui, les enseignants sont formés. Pourquoi? Parce que avant, c'est vrai que c'était plus cool, il suffisait d'avoir le bac pour devenir éducateur, éducatrice, etc. dans ce genre d'école. Là, actuellement, il y a une loi, enfin actuellement, ça fait quand même déjà quelques années, il y a une loi qui est sortie pour dire que, en gros, euh, pour être directeur, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, il faut avoir déjà travaillé 5 ans dans l'éducation nationale. Donc on est quand même sur quelque chose de très très contraignant, parce que souvent, quand tu as ta place dans l'éducation nationale, et un bon salaire, t'as pas envie de tout quitter pour bosser dans une école qui est moins stable, potentiellement plus précaire, et puis où tu seras forcément moins payé, parce qu'il y a moins d'argent souvent dans ces milieux-là. Bref. Et pour les profs, il faut le bac, et il faut, je crois, bac plus 2, quoi, en gros. Donc oui, euh, sauf ceux qui ont été engagés avant cette loi, qui date d'il y a quelques années, de manière générale, il faut être formé. Je vous avoue que pour moi, j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est pas un critère. Vous parlez à quelqu'un qui n'a pas le bac, d'accord? Et moi, je me sentirais parfaitement apte à travailler dans ce genre d'école et à accompagner ces enfants. Pas forcément sur les maths pour le collège, je vous l'accorde, mais on s'entend. Ensuite, donc, quels sont les frais mensuels par mois? Bah, du coup, voilà, je vous l'ai dit, c'est cher. En même temps, vu le marché, 300 €, on est quand même en dessous de ce qui se fait. Et il faut savoir ce qu'on veut. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, je suis prête pour l'instant. Et je dis pas qu'il n'y a pas un moment où ça va changer, mais pour l'instant,
Je suis prête à donner tout ce qu'on pourrait économiser chaque mois, parce que du coup, on n'économise rien dans cette école, parce que c'est trop précieux que les filles soient libres et respectées dans leur rythme. Voilà. Est-ce que le programme est respecté? Alors, oui. Oui, avec un signe de main souple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, il est respecté, mais on est quand même sur le respect du rythme de chacun. Donc, on ne te met pas la pression. Et si tu mets un peu plus de temps à lire que les autres, etc., c'est OK. Donc, il y a toujours jongler entre cet équilibre de, il y a le programme, à un moment, s'ils veulent récupérer dans une classe normale, l'idée c'est qu'ils puissent s'intégrer. Et aussi, bah, on respecte aussi là où tu en es, ce que tu as envie de faire, et on t'accompagne comme au mieux. Donc, c'est toujours un curseur. Puis après, en fonction de chaque enfant, en fonction du caractère, etc., chacun trouve l'équilibre entre tout ça. Et puis nous, ça nous amène aussi en tant que parents euh, à notre place dans les apprentissages des enfants. C'est-à-dire que moi, je sais que l'école où sont les filles, a priori, l'anglais, c'est pas leur fort. Et ben, nous, je sais qu'avec Raph, rapidement, on va mettre des choses en place pour que l'anglais, pour nos ICA, ce soit quelque chose de vivant, etc. Et qu'on va l'amener, nous aussi. Et moi, ça me plaît aussi d'avoir cette place dans les apprentissages de Nono. Les encadrants sont-ils suffisants pour accompagner les enfants dans leurs envies? Oui. L'avantage, c'est que, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas sur des classes de 30 avec 2 adultes ou un adulte. C'est clairement des petits groupes, hein. Nous, on est, pour vous donner des chiffres, si je ne me trompe pas, à la ruche, ils sont à peu près 10, donc 10 entre 3 et 5 ans. Et il y a, donc, j'allais dire son prénom, je ne vais pas dire son prénom, mais il y a un adulte référent, une service civique, et il est en binôme avec une autre adulte. Parfois, donc en gros, bon, globalement, de manière générale, ils sont au moins 2 pour 10, ce que je trouve très bien. Je suis très satisfaite de ça. Y a-t-il beaucoup d'absentéisme des profs? Non. Exemple, aujourd'hui, c'est le jour de grève. On est jeudi. Personne ne fait grève à l'école, à part les enfants. Il y avait des poubelles devant l'école et les enfants s'amusaient à dire on fait grève, etc. Mais non, tous les profs étaient là et il y a eu école. Donc, il y a 0 absentéisme. Par contre, il y a des journées où l'école ferme parce qu'il y a des journées pédagogiques. Et ça, c'est cool. Ça, c'est signe que l'équipe, elles discutent entre elles, qu'il y a des choses à voir, qu'ils mettent des choses en place. Et ça, c'est, même si l'école ferme et que du coup tu dois te débrouiller, je trouve ça très bien qu'il y ait des journées pédagogiques entre équipes. Nous, à la crèche, on se bat pour avoir le droit à 3 journées pédagogiques dans l'année. La 3e journée ne nous est pas autorisée. Et ben, ça manque, clairement, ça manque. Et on perd du coup en qualité de ce qu'on pourrait proposer, etc. Parce que c'est précieux d'avoir du temps en équipe. Et malheureusement, on ne nous l'accorde pas. Voilà. Y a-t-il une diversité sociale, culturelle, etc. Bah, du coup, ça, j'ai déjà répondu. Ce serait bien. Il faudrait pour ça que l'éducation nationale sorte le portefeuille. Si vous décidez de les remettre dans un circuit classique, est-ce que ce sera simple? Pour moi, ça nécessite un accompagnement. Est-ce que ça, ce sera simple? Je pense que ça dépend de l'enfant. Je pense que si Nausicaa, elle a envie d'aller dans le classique, bah, du coup, s'il y a une envie de sa part, ce sera forcément plus simple que si c'est par contrainte. Moi, il faudrait aussi que je travaille certaines peurs de mon côté, etc. Et scolairement, ça ira. Après, elle a aussi l'idée, enfin, elle a aussi acquis des outils de communication. Elle sait communiquer avec les adultes, elle sait communiquer avec les enfants de son âge. Elle a une grande écoute d'elle-même grâce à ce qu'elle a acquis. Et donc pour moi, ça va le faire, quoi. Puis on va l'accompagner là-dedans. Je me demande si derrière cette question, il n'y a pas ce truc de... Des fois, vous savez, il y en a qui disent, et vous en faites peut-être partie, quand tu as été dans un environnement bienveillant, est-ce que c'est pas mauvais? Parce que du coup, après, quand tu te retrouves dans le monde, comme c'est violent, le monde, et ben, ça fait des bisounours qui sont tout faibles et qui sont pas adaptables à la vie, la vraie vie, la vie qui est dure, etc. Non, non, par pitié, est-ce qu'on peut arrêter de dire ça? C'est pas en donnant un peu de violence quotidienne à ton enfant que du coup il va être adapté à la violence et qu'il va se fondre dans un poisson, dans cet océan de violence, et que du coup il sera plus heureux. Moi, c'est mon parti pris, c'est que mon avis, je veux nourrir mes filles d'amour et de bienveillance
de résilience et surtout d'adaptabilité, pour qu'elles puissent s'adapter à chaque environnement. Aujourd'hui, le monde, il est d'une certaine façon. Je ne sais pas comment il sera le monde de demain dans lequel elles vont grandir. Et tout ce dont j'ai envie, c'est que leurs besoins soient nourris au maximum, ce qui va leur donner un maximum de ressources. Et donc, quand elles seront confrontées à des réactions violentes, au monde, à des agressions, à des choses comme ça, parce que c'est inévitable, bah, j'aurais tout fait pour qu'elles aient un maximum de ressources et de moyens concrets pour gérer ces situations-là. L'idée, c'est pas de les couper du monde. L'idée, c'est d'en faire des potentielles citoyennes qui vont être actrices d'un nouveau monde, qui va être co-créé. Parce que le monde, il est co-créé en permanence par chacun de nous. Et donc, on a tous à se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui dans le monde? Et moi, j'ai envie d'incarner une posture d'amour au maximum. Je ne suis pas qu'amour, mais j'essaye. Et de liberté. Et j'ai envie de rêver et j'ai envie que ce soit possible. Je pense que le monde meilleur est créé par les gens qui sont pleinement à leur place et qui ont envie d'incarner pleinement qui ils sont dans leur unicité. Et oui. Coucou, dans ce genre d'école, est-ce qu'ils acceptent les enfants non vaccinés? Alors, quoi répondre à ça? Je comprends la question. Pourquoi est-ce que je comprends la question? Parce que, bon, c'est dans ce milieu, souvent, il y a beaucoup de parents qui sont... Moi, vous vous dites bien que je vais, pour ma propre sécurité, je vais pas dire notre situation par rapport à ça, mais oui, il y a beaucoup de parents qui sont aussi dans ce truc-là de ne pas faire vacciner leur enfant et qui cherchent un endroit où ils peuvent les scolariser quand même parce que bah, pour les scolariser, il y a obligation de vaccination. Moi, j'ai déjà été dans des écoles où j'ai vu effectivement certains passe-droits par rapport à ça, où en gros l'administration demande les vaccins, ne les reçoit pas forcément et ferme les yeux par rapport à ça. C'est dangereux pour les écoles, puisque bah, si elles se font contrôler là-dessus, elles peuvent perdre le droit d'être une école et d'accueillir des enfants, etc. C'est illégal, forcément, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Voilà, dans le passé, dans les autres écoles dans lesquelles j'ai travaillé, et donc j'étais d'un côté. Donc, de mon expérience, oui, ça arrive. À mon avis, c'est pas la majorité et c'est pas la règle, puisque ça reste très risqué pour les écoles et elles n'ont pas le droit de faire ça. En quoi consiste cette école démocratique? Comment trouver une école similaire près de chez soi? Internet? Vous cherchez sur Internet école démocratique, école alternative, etc. Vous vous renseignez sur les pédagogies, vous visitez les écoles. Et puis voilà. Et puis les écoles démocratiques, on va pas se mentir, il y en a peut-être 10 en France, 15, 20. Je pense pas qu'il y en ait 20. Il n'y en a pas beaucoup. 10, ça me semble assez peu. J'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo sur le nombre d'écoles qu'il y a. Mais il n'y en a pas beaucoup, bah vous regarderez de toute façon. En Bretagne, à mon avis, il y en a peut-être 2. Bon, à mon avis, il n'y en a pas des masses. C'est dommage, ça serait cool qu'il y en ait plus. Faut déménager. Faut déménager. Et c'est cool parce que nous, on a déménagé pour l'école et au final, à l'école, il y a plein de gens qui ont déménagé pour l'école et du coup, on est tous des gens qui ont déménagé, on n'a pas forcément nos racines ici et donc, il y a aussi ce truc de collectif, de on est ensemble et on crée du lien et tout. Et au-delà du collectif de l'école, c'est aussi le collectif des parents. Et au final, est-ce que c'est pas une grande famille? Un petit peu. La différence avec une école publique. Bon, bah, je pense que j'ai pas mal répondu à ça, hein. Mais si je devais dire vraiment pour moi le fond du fond du fond, c'est que l'école publique, on est vraiment sur... On attend que les enfants obéissent. Et ils doivent obéir. Et donc dans le fond, il y a une case qui est l'école publique et il faut rentrer dedans. Et si tu rentres pas dedans, bah, ça va être compliqué pour toi. Et moi, je rentrais pas dedans, bah, ça a été compliqué pour moi. Mais il y a aussi d'autres manières de ne pas rentrer dedans. Moi, je rentrais pas dedans parce que ça m'intéressait pas et j'ai jamais réussi à apprendre des choses qui m'intéressaient pas. Il y en a qui rentrent pas dedans parce que ils bougent trop. Clairement, Lou, je pense que si on la met en maternelle, là, elle va pas réussir à rentrer dans les cases parce que elle est constamment en train de bouger, elle a du mal à rester assise, elle a beaucoup besoin de mouvement, les émotions, c'est encore très fort, etc. Enfin voilà. Bah, elle rentre pas dans cette case-là.
Mais j'ai l'impression qu'à l'école publique, il y a pas beaucoup de place pour. Du coup, on fait quoi pour tous les enfants qui rentrent pas dedans? Bah, souvent, on force un peu, quoi. Force un peu en mode, on reprend l'enfant, on lui dit, soit comme ci, soit comme ça, il y a beaucoup d'injonctions. Bah, voilà. Bah, dans l'école démocratique, c'est l'idée, si c'est bien appliqué, c'est qu'il y a pas de case, OK? Il y a un grand cadre de sécurité. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le respect, fondamental. La communication, hyper important. Et après, on co-construit là-dessus. La différence, non, ça j'ai déjà répondu. Ah oui, un enfant autiste peut-il être accompagné dans une école comme la vôtre avec un accompagnement individuel type AESH? Alors en fait, qu'est-ce que c'est une AESH? C'est quelqu'un qui est payé par l'État, par l'éducation nationale, pour venir aider un enfant qui a des particularités et qui donc a besoin d'un accompagnement spécifique. Est-ce qu'on peut faire ça? A priori, non. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme l'école n'est pas subventionnée par l'État, bah, l'État ne payera pas quelqu'un pour venir aider, malheureusement, un enfant qui a des particularités à l'école. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, les particularités, que ce soit un handicap, un TDAH, un spectre, un trouble du spectre autistique, etc., ça devient des grosses particularités, ça devient un handicap parce qu'on est confronté à un milieu qui n'est pas adapté. C'est-à-dire la personne handicapée qui ne peut pas marcher, ça devient un handicap quand il y a un trottoir et qu'il n'y a pas de rampe pour monter le trottoir. S'il y a une rampe, elle prend la rampe et elle fait comme tout le monde et elle est intégrée. On est quand même sur la base de l'inclusion. Pour moi, l'école publique, elle manque énormément d'inclusion. C'est une catastrophe. Et donc, on essaye de mettre des AESH, etc., un petit peu pour soutenir les enfants qui ont besoin d'aide. Dans les écoles démocratiques, il y a quand même, et les écoles alternatives de manière générale, on met quand même l'accent sur l'inclusion. Et comme la case dans laquelle il faut rentrer, bah, elle n'est pas minuscule, euh, tu peux, enfin je veux dire, tu peux avoir un TDAH, bouger partout et tout, et ça va beaucoup moins se voir que dans l'école publique, parce que on va te laisser bouger, grimper aux arbres, sauter, nanana, etc. Et donc, ça va quand même être moins problématique, tu vas être moins confronté à un mur que dans une école classique. Après, pour l'autisme, etc., je ne m'y connais pas forcément, en plus il y a des formes très sévères d'autisme, donc c'est à voir au cas par cas avec l'école. Est-ce que dans l'école, il y a de la disponibilité pour ça? Est-ce que c'est un projet pour l'école spécifiquement, etc. Pour moi, ça vaut toujours la peine de faire une demande et de voir. Mais des AESH, malheureusement, ce ne sera pas possible a priori. Il y a combien d'élèves? Eh bien, dans l'école de Nausicaa, il y a à peu près 60 élèves, une soixantaine d'élèves, entre 3 et 18 ans. Donc je vous laisse faire les calculs. À chaque fois, chaque année, ils essayent de faire en sorte que ce soit équilibré au niveau des tranches d'âge. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 10 enfants de 3 ans et puis 40 enfants de 15 ans. Voilà, l'idée c'est d'équilibrer, qu'il y ait des petits groupes à chaque âge. L'éducation religieuse, cantine, horaire, personnel bienveillant. Alors ça j'aime bien parce que c'est très concret. Alors, éducation religieuse, non, pas d'éducation religieuse. Cantine, non, pas de cantine. Donc tu apportes ton repas. Et ça pour moi, c'était un énorme critère. Peut-être même le critère. Je n'aurais pas réussi à mettre Nausicaa si elle devait manger à la cantine. Je le dis. Pour moi, c'est impossible. Bah, ceux qui regardent mes vidéos, vous savez comment on mange. Ça m'aurait troué le cœur de lui faire manger de la malbouffe. Désolée, je suis désolée, parce que je me rends compte qu'il y a quand même peut-être du jugement quand je dis ça, mais pour moi, la cantine, c'est... Après, il y a peut-être des petites cantines cool avec des petits cuisiniers sympas et tout, mais moi, c'est pas le souvenir que j'en ai. J'en ai souvenir de ne pas aimer ce que je mangeais, que c'était trop salé, que c'était pas bon, que... De toute façon, je pouvais pas choisir ce que je mange parce qu'il y a que un truc et puis si t'aimes pas, bah tu manges pas. Et donc, ça me fait très plaisir de pouvoir
tout simplement faire les repas des filles et savoir qu'à midi, elles vont manger soit ce que je leur donne, soit ce qu'elles échangent avec les copains. Parce que du coup, il y a tout un trafic de nourriture où ils se font des échanges, échange-moi tes noix de cajou, moi je te passe mes gâteaux. Voilà, je sais qu'il y a de ça aussi. Et à mon avis, Nausicaa, c'est pas la première à échanger ses légumes contre des pâtes ou des chips de ses copains. Mais c'est ok, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'elle puisse aussi expérimenter le partage et le troc de cette manière. Voilà. Horaire. Trop bien de parler des horaires parce que j'y aurais pas pensé, mais c'est les horaires du bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, tu peux arriver entre 8h30 et 9h15. Est-ce que c'est pas genre génial? Qui a été la personne qui a dit l'école, faut que ça commence à 8h30 et après c'est fichu. Après tu peux plus y aller. Qui s'est dit, les enfants de 3 ans, au cœur de l'hiver, ils adorent se lever à 7h pour être prêts pour aller à l'école à 8h15. Et même les ados, enfin je veux dire, je pense qu'on a tous souffert des matins où tu as ton réveil qui se lève, qui sonne à 7h, à 6h30 parce que tu dois te lever pour aller à l'école. Quel enfer! Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas dormir? Enfants et adultes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dormir le matin? Parce que sinon on est feignant? Non, pas du tout. Juste, je sais pas, se lever à 8h, ça peut être doux des fois aussi, quand il fait froid dehors, quand t'as été fatigué, etc. Donc, je suis super contente de ça, c'est très précieux. Nous, en gros, les filles, on les couche à 20h le soir. Et parfois, à 9h, je les lève du lit pour à 9h15 être à l'école. C'est-à-dire que je les lève, on s'habille en 5 minutes. Moi, j'ai déjà tout chargé dans la voiture, etc. Je les prends, on y va. Et bon, c'est parce que leur caractère le permet, hein. Elles sont tout de suite très, très cool, très, très fraîches le matin. Il n'y a pas de cris, de hurlements, etc. Je sais qu'il y a des enfants qui ont besoin de temps et tout pour se lever. Nous, ça se passe très bien comme ça. Mais donc, on arrive toujours à 9h15, on n'arrive jamais avant. Et je suis très contente qu'elles puissent dormir le matin. Et sur l'horaire du soir, tu peux venir à partir de 16h45 jusqu'à 17h30. Et nous, on arrive souvent à 17h30. Enfin, un peu avant, mais on arrive vers 17h15 souvent. Parce que j'aime bien passer un peu de temps. Quand j'arrive, elles sont en train de jouer. J'aime bien les regarder jouer, passer un peu de temps avec elles, voir leurs copines, parler un peu avec leurs copines et tout. Et puis après, prendre le temps de partir, quoi. Donc voilà. Où se situe l'école de vos filles? Bah, en Bretagne, près de Rennes. Voilà. Je vais, je vais m'arrêter là. Oui, ça, j'avais envie de vous parler de ça aussi. La base de l'école démocratique, c'est né dans les années 1900 et en fait, il y a eu deux courants. Il y a eu l'école de Summerhill, pour ceux qui connaissent, où là, c'était vraiment basé sur... tout était basé sur le volontariat, c'est-à-dire les cours sont proposés et les enfants viennent s'ils le souhaitent ou non. Et c'est là qu'il y a voilà, les assemblées d'enfants qui commencent à... des conseils d'enfants, etc., qui se mettent en place. J'avais vu un film, il me semble, sur l'école Summerhill, et j'ai pas réussi à retrouver comment il s'appelait, mais il était super bien. Il expliquait tout et tout, enfin c'était trop bien. Et après, il y a aussi le modèle Sudbury. Donc le modèle Sudbury, c'est ce qu'on va moins retrouver en France. En France, c'est plutôt fait sur le modèle Summerhill. Le modèle Sudbury, c'est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que il n'y a aucune proposition de cours et c'est uniquement sur proposition des enfants. Si les enfants proposent un atelier, etc., ça va se faire. S'ils proposent rien, il n'y a rien du tout. Et il y a une autogestion, voilà, qui est vraiment très 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 poussée à fond. Parce que ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais si je vous raconte un peu une journée de Nausicaa, Nausicaa, elle va arriver à 9h15. Faut pas arriver après. Pourquoi? Parce qu'après, il y a le conseil des enfants. Conseil d'école? Non, alors, j'ai pas les bons termes. Bon, en gros, ils se réunissent. Voilà, ils se réunissent, ils font la météo, la date du jour, comment ça va, nan, etc. Et c'est là que l'adulte, il donne s'il a des transmissions, des infos à donner, etc., sur ce qui va se faire à l'école. C'est là que les enfants peuvent lever la main pour dire, bah moi aujourd'hui, j'aimerais bien faire un atelier tir à l'arc. Ok, tu veux le faire quand? Eh bien, je peux le faire en début d'après-midi à telle heure. Ok, je note. Après, qui a envie de participer? Les enfants qui ont envie de participer, ils s'inscrivent à l'atelier. Nous, les parents, on peut aussi venir proposer des ateliers. L'école nous sollicite en mode, venez faire des ateliers.
Moi, je vais aller faire des cours de piano. Je faisais des cours de piano pendant 1 an. Et donc, juste le matin, je savais que les enfants, au conseil d'enfants, il y allait avoir Noémie, l'info qui disait Noémie vient de telle heure à telle heure cet après-midi pour faire des cours de piano. Vous pouvez vous inscrire sur les créneaux de 30 minutes. Et du coup, quand je venais, chaque jour c'était différent. Il y avait des enfants qui s'étaient inscrits, qui s'étaient dit tiens, moi je ferais bien un petit cours de piano. Et hop, ils s'inscrivent et ils participent au truc. Il y a aussi tout un côté conseil de justice, quand il y a des problèmes parfois avec des enfants qui peuvent finir par être renvoyés. Et avant le renvoi, il y a différentes étapes où l'équipe, elle essaye vraiment de communiquer avec l'enfant, avec le parent, etc. Et ça, bon, je pense que ce sera plutôt dans la deuxième vidéo où j'essaierai de répondre aussi à vos questions si vous avez des remarques aussi en commentaire, etc. Pour pousser certains sujets plus loin, et je pense qu'on parlera de ça spécifiquement aussi parce que ça mérite du temps, plus de temps. J'ai fait un petit tableau avec des caractéristiques, une colonne école traditionnelle, une colonne Montessori et une colonne école démocratique. Voilà. Je vais vous le lire pour que vous compreniez. En gros, caractéristique 1, programme imposé. Est-ce que l'école traditionnelle a un programme imposé? Oui. Montessori, partiellement. L'école démocratique, non. Pas de programme imposé. Le mélange des âges. École traditionnelle, non. Pas de mélange des âges. Montessori, oui, mais limité, parce que c'est des classes. 3-6, 6-12, 11-14, etc. Et donc, voilà, c'est partiellement mélangé. Et en école démocratique, oui, les âges sont totalement mélangés. Liberté de choix des activités. École traditionnelle, non. Pas de liberté de choix des activités, ce qui semble fou, non? Je sais pas, ça me semble dingue. Montessori, oui, mais quand même très guidé. Oui, moi je dirais vraiment partiellement quand même. Et école démocratique, normalement, totale, en théorie. Moi je sais que dans l'école de Nausicaa, elle n'est pas totale parce que le matin, il y a un temps académique qui a été mis en place où ils bossent un peu du purement académique. Et ça, c'est pour justement répondre à une attente de l'éducation nationale par rapport au contrôle qu'ils font dans les écoles, etc., pour dire, bon voilà, regardez, là, il y a vraiment un temps où on y va et on bosse de l'académique, etc. Et je trouve ça cool. Et puis ça reste, c'est pas, bon, aujourd'hui, vous sortez vos crayons et on va tous faire une évaluation de français et tout. Non, ça reste. T'es quand même en groupe, je veux dire, si t'as envie de bosser en étant au sol avec ton crayon et ton cahier, t'as le droit. On est quand même sur du très libre, quoi. Et un temps très restreint, puisque c'est un temps dans la matinée. Décision collective. Est-ce qu'il y a des décisions collectives dans l'école classique, traditionnelle? Non, aucune. Je n'ai jamais vu une maîtresse proposer une règle afin qu'elle soit validée de tous. Par contre, j'ai déjà vu des maîtresses imposer sa règle pour tout le monde. Ça, oui. Montessori, c'est très rare. Et école démocratique, c'est central. C'est-à-dire que vraiment, que chacun puisse amener une proposition de règle pour qu'elle soit votée par tout le monde, c'est au centre du fonctionnement démocratique. Rôle des adultes. À l'école traditionnelle, je pense qu'on peut dire que le rôle des adultes, c'est d'enseigner. Dans Montessori, l'adulte, il a un rôle de guide, de maître, un petit peu. Et dans l'école démocratique, l'adulte, il a un rôle de facilitateur, plutôt, et il aide à co-gérer. Voilà. Mais on n'est pas du tout dans un esprit d'enseignant, quoi. On sort du rapport, là, il y a l'adulte qui apprend à l'enfant et l'enfant qui n'est là que pour recevoir. Mais on revient plus sur un truc comme ça. Voilà, et puis quelque chose qui me semble fondamental aussi, c'est l'acquisition des compétences transversales. Donc qu'est-ce que c'est l'acquisition des compétences transversales? En gros, c'est tout ce que tu apprends qui te sert dans la vie de tous les jours, qui souvent n'est pas savoir calculer une décimale ou conjuguer tel verbe à je ne sais pas quel temps, etc. Les compétences transversales, on est plus sur, par exemple,
exprimer ses émotions. On va être plus dans les compétences transversales sur de la pensée critique et de la prise de décision. On va plus être sur de la connaissance de soi, sur de la gestion des émotions, sur savoir communiquer. Ça, c'est typiquement quelque chose qui va nous servir dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on apprend ça dans l'école classique? Je crois pas, pas trop. On va être aussi sur de l'autonomie et du sens des responsabilités. Apprendre à prendre ses responsabilités et à être autonome dans un projet. Dans une école démocratique, si il y a un groupe d'enfants qui a envie, je sais pas moi, de lancer un projet informatique, et ben du coup, il va devoir monter son projet, l'expliquer au groupe, dire bah voilà, nous on aimerait bien acquérir un ordinateur à l'école. Comment Alors on va se renseigner sur combien est-ce que ça coûte. Pour réussir à récupérer l'argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ben on va vendre des gaufres à la sortie de l'école pour pouvoir financer le projet. Ils doivent convaincre le groupe que c'est au service de l'école, etc. Donc, bah, lister qu'est-ce qui pourrait être fait avec l'ordinateur s'il était mis au service de tous, etc. Quand c'est des projets qui touchent à la sécurité, ils doivent aussi voir l'aspect sécurité, comment assurer le fait que ça va être sécuritaire et tout. Et pour moi, ça c'est magique. On est clairement sur des gestions de projets qui, plus tard dans la vie professionnelle, enfin, voilà, tu as déjà des aptitudes qui sont faites et qui sont hyper utiles, quoi. Et puis sinon, bah, sur l'aspect coopératif, il y a vraiment, dans l'aspect communication, dans l'aspect on vit ensemble et ensemble on essaye de trouver des solutions. Moi, Nausicaa, je l'ai vraiment vu grandir à ce niveau-là en termes de solutions concrètes. Quand il y a un problème, elle est là, elle envoie les solutions. On pourrait peut-être faire ça, on pourrait peut-être faire ça. Et je vois qu'elle cherche un compromis. Je vois qu'elle n'est pas dans ce réflexe de ok, là, moi, je suis là, je défends mon bout de viande et puis je veux réussir à attraper, à sortir ma part pour avoir ce que je veux au détriment du groupe. Je vois qu'elle a une perception du groupe et qu'elle cherche des solutions au service du groupe, sans oublier sa propre individualité. Et voilà, je vois qu'elle est déjà dans de la coopération, à défaut d'être dans de la compétition, qui est quand même très très présente à l'école, ne serait-ce qu'avec le système de notes, etc. Enfin, moi je me souviens au collège, les premiers, en gros les élèves qui étaient jugés premiers de la classe, un par classe, ils avaient le droit à la fin de l'année d'aller au parc Astérix, tous ensemble. Et nous, comme on n'était pas premiers, on n'allait pas au parc Astérix, on était tout seuls. Et moi, bah, dès mon premier jour en sixième, quand le directeur a dit ça pour, je sais pas, peut-être nous motiver à tous se battre et s'entretuer pour être le premier de la classe, je me suis dit, ben, je sais que je serai jamais première. Et je sais que j'irai jamais au parc Astérix avec d'autres gens du collège. Je savais que c'était pas pour moi. Quel est le sens? Enfin, bref. Ah, ça m'a fait super plaisir de parler de ça. J'espère que j'ai été complète. J'ai l'impression que j'ai pas été super complète, mais c'est dur, il y a tellement de choses à dire et tout que j'aurais vraiment fait de mon mieux. N'hésitez pas, d'habitude je lis pas trop les commentaires, ok? Là, promis, je vais lire chaque commentaire, chaque retour. S'il y a des choses que vous voulez que j'explicite plus, etc. Peut-être au niveau du cadre, peut-être au niveau des règles, au niveau de la sécurité, au niveau de tout ça, je le ferai. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, vous voyez, dans le formulaire d'inscription, il y a des choses que l'enfant doit remplir pour nous. Par exemple, le droit à l'image. Nous, on doit dire est-ce qu'on est OK ou pas pour que notre enfant ait son droit à l'image. Et il y a aussi un questionnaire pour l'enfant qui a le droit aussi de dire moi je veux bien, moi je veux pas. Ça veut dire que si moi je dis moi c'est OK, et de fait c'est ce que je dis, Nausicaa peut apparaître sur les réseaux sociaux. Bah, si Nausicaa, elle, quand elle remplit son truc, elle dit eh ben moi je veux pas, eh ben elle apparaîtra pas sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Il y a pas mal de trucs comme ça dans le dossier d'inscription qui sont à destination des enfants, et les enfants eux-mêmes mettent est-ce qu'ils sont OK ou pas pour certaines choses et tout ça. C'est quand même trop bien, non? Bref, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Mouah!